les rendez-vous d'une campagne agricole. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bonjour à tous et bienvenue à nos rendez-vous d'une campagne agricole avec Frédéric Thomas qui va se présenter dans un instant. Donc les rendez-vous d'une campagne agricole, c'est l'actualité agronomique et technique de l'agriculture française. C'est la 5e année, la 2e année en podcast. Je me représente rapidement, Mathieu Archambault, fondateur et associé d'Écosystème, une entreprise de conseil et de formation sur la transition agronomique et agroécologique. Et Frédéric, pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux en quelques mots dire qui tu es ? Et bonjour Mathieu, bien content de te retrouver, de vous retrouver pour cette 5e édition. J'ai plusieurs casquettes. Je suis agriculteur, donc dans le Loir-et-Cher en Sologne. Je suis également agronome intervenant depuis une 30aine d'années auprès d'agriculteurs, de chambres d'agriculture, coopératives et également autres intervenants autour de l'agriculture sur les sujets couverts végétaux, agriculture de conservation, et puis rédacteur en chef de la revue TCS et puis animateur du site agriculturedeconservation.com. Merci Frédéric. Au programme de ce rendez-vous, bien entendu un petit tour d'horizon de l'année 2022 qui a été riche en événements qui touchent l'agriculture. On fera un petit point sur cette année extrêmement sèche qu'on a connue un petit peu partout. Petit tour d'horizon en France et puis petit tour d'horizon aussi sur ce qui s'est passé chez Frédéric. Ça nous permettra aussi d'aborder les tensions. On voit bien les tensions mondiales au niveau économique, géopolitique. Les cartes sont rebattues. Qu'est-ce qu'il en est pour l'agriculture ? Et puis, comme d'habitude, on terminera par un petit point agronomique. Dernier point avant que je te laisse la parole, Frédéric, je tenais aussi à remercier notre partenaire qui nous suit depuis le début, l'Allemand Plantcare, qui nous soutient et qu'on retrouvera d'ailleurs dans un épisode début 2023 pour parler un petit peu de vie du sol. Pour commencer, Frédéric, 2022, année sèche, année compliquée pour l'agriculture. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé sur la dernière campagne ? Oui, effectivement, 2022 a été une année extrêmement compliquée. Donc on a un peu la sensation de ce que l'on va vivre de manière un peu plus soutenue dans les années à venir. C'est peut-être une année qui est précurseur des 10 ou des 20 prochaines années. On n'espère pas que ça va être la moyenne des années qui vont suivre et que certainement 2023 et les autres seront peut-être plus calmes tout en étant très différentes. Mais en tout cas, c'est vraiment un gros signal d'alerte que il faut accepter que le changement climatique, le réchauffement climatique est là et qu'il va falloir opérer, va falloir fonctionner avec et arriver à trouver les meilleures solutions. Alors, effectivement, on a été fortement impacté par le manque d'eau, de pluie sur la première partie. Si je regarde sur notre exploitation, on était au début juillet simplement à 200 mm. On était quasiment simplement à moins d'un tiers de la pluviométrie annuelle, et c'était à peu près le cas sur tout le territoire, avec des variations puisque certains avaient eu la chance d'avoir des orages lorsque c'était pas des tempêtes de grêle qui avaient dévasté les cultures. Mais globalement, un manque d'eau.
Et après des chaleurs importantes, que ce soit au printemps, que ce soit début d'été, que ce soit pendant l'été, et même sur la fin de période jusqu'à très récemment, puisque on a encore battu des records autour du 11 novembre avec les températures que l'on avait le week-end dernier. Donc ça a permis quand même de voir que qu'il y avait une notion à considérer, qu'il y avait une forte relation entre l'eau et la fertilité. Et qu'en fait, les scénarios et les sols qui avaient assez de fertilité, qui avaient un peu de profondeur, ont moins souffert du manque d'eau et de la chaleur, alors qu'inversement, les sols qui sont un peu squelettiques, qui étaient en manque de fertilité, en manque de matière organique, ont beaucoup plus souffert des fortes chaleurs et du manque d'humidité. Sur ce point-là, d'ailleurs, il y a sans doute un effet direct et indirect. L'effet indirect, c'est que si j'ai plus de matière organique dans le sol, j'ai une meilleure porosité, une éponge de meilleure qualité qui est capable de capitaliser et de redistribuer de l'eau dans des meilleures conditions. Mais te connaissant, il y a aussi un effet plus direct qui est lié à la problématique de la fertilisation et de l'eau, qui est un de tes chevaux de bataille. On y reviendra peut-être quand on parlera de couverts végétaux un peu plus tard. C'est cette idée que souvent on dit que ça pousse pas par manque d'eau, mais on s'aperçoit qu'il y a souvent un problème de fertilité et que les deux sont extrêmement liés. Les deux sont très liés, et c'est clair que les parcelles et les agriculteurs qui ont travaillé sur la fertilité depuis un certain nombre d'années ont pu traverser beaucoup plus facilement ces périodes un peu compliquées. Alors ils ont été un peu à répétition, puisqu'on a commencé à avoir de la sécheresse au mois de février, au mois de mars, qui a d'une certaine manière nuit à la minéralisation, plus que c'était plus la minéralisation qui n'était pas là que le manque d'eau en tant que tel. Ensuite, il y a eu quand même dans la partie nord du territoire d'assez bonnes surprises, puisqu'on a des sols un peu plus profonds et les pluies un peu plus soutenues du mois de juin, puisque d'habitude on a souvent des pluies au mois de mai, et là apporte une minéralisation qui est à peu près bien calé par rapport aux céréales, voire aux cultures d'été qui sont en train de démarrer. Et là, on a eu plutôt ces fortes pluies qui sont arrivées sur le mois de juin et plutôt vers la mi-juin. Donc, par rapport aux cultures d'hiver, sur la majorité du territoire, on était déjà en retard. Par contre, c'était une pluviométrie, une minéralisation qui était bienvenue pour les parties nord, qui n'ont pas été tant déçues que ça au niveau rendement. Et ça a permis par contre pour les parties sud d'avoir suffisamment d'humidité pour faire installer une deuxième récolte après, puisqu'on avait énormément d'avance sur les premières récoltes d'orge, ont été effectuées aux alentours de 10-15 juin. C'était archi tôt, mais comme on avait de l'humidité dans les sols, il y a eu des belles opportunités de deuxième culture, et il y a des agriculteurs qui ont su les prendre. Il y avait des opportunités de faire lever les couverts, et il y a des agriculteurs qui ont su les prendre, et ce qui permet aujourd'hui, malgré les conditions compliquées, de terminer l'année avec des récoltes globalement, des niveaux de récolte qui sont pas si catastrophiques que ça, voire pour certains qui sont, si on ajoute les deuxièmes récoltes, relativement même très satisfaisantes, des rattrapages assez intéressants, notamment en matière de couverts végétaux et en matière de production fourragère. Juste avant d'aborder le point suivant, cette histoire d'agilité et d'opportunisme que tu apprécies aussi beaucoup dans les techniques où on réduit le travail du sol. C'est vrai de pouvoir en fait se retourner, pivoter, changer ses plans très rapidement parce que on a récolté trop tôt
les rendements sont pas là, mais j'ai un semoir qui est capable de travailler et d'installer très rapidement dans les jours qui viennent un couvert ou une dérobée derrière, j'ai les semences qui vont bien, je suis capable d'agir. Si je suis dans des schémas qui sont beaucoup plus conventionnels, linéaires, où le temps de travailler, d'implanter, de commander des semences qui sont pas là, etc. Je peux complètement passer à côté du créneau. Donc je voulais juste rebondir là-dessus en disant que oui, on parle d'agriculture de conservation, d'agronomie, oui, couverts végétaux, oui, matière organique, mais il y a aussi des effets de rapidité et d'agilité entrepreneuriale qui sont autorisés par ces techniques-là. Puisqu'on est dans l'entreprise et l'économie, pour ne rien gâcher, ça a été une année climatique compliquée et ça a été aussi une année tourmentée. On en avait déjà parlé puisque le dernier rendez-vous de la campagne précédente, c'était au mois de mars et la Russie avait déjà envahi l'Ukraine. Donc on était vraiment au tout début. Là, on y voit un petit peu plus clair. Il y a eu cette tension énorme sur les cours des matières premières agricoles avec des prix jamais vus, avec un prix du blé conventionnel qui a dépassé le prix du bio à un certain moment. Donc voilà, des situations qui sont inimaginables. Pareil, est-ce qu'on peut refaire un petit tour d'horizon économique de l'agriculture mondiale en 2022 ? Pour reprendre un petit peu ce qu'on avait pu dire en mars dernier, en fait, on sentait déjà depuis un an une tension sur les marchés agricoles. On a terminé 2021 déjà avec des prix extrêmement satisfaisants et on était à peu près assuré d'avoir des prix assez soutenus sur 2022. Même sans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors ce conflit-là a bien entendu été un peu un amplificateur d'une situation qui était en train de se créer doucement. Ça nous a un petit peu fait basculer dans le monde d'après-demain. Si on était dans une progression assez lente vers peut-être une raréfaction de l'énergie, vers un peu plus de tension sur certaines matières premières et entre autres les produits agricoles, on y a été très rapidement, en l'espace de quelques mois. Et c'est vrai que c'était entre guillemets la bonne surprise de se retrouver avec des coûts de production pour ceux qui avaient réussi à se fournir en engrais à des prix raisonnables, de se retrouver avec des prix très intéressants et de la capacité de faire un peu de trésorerie sur 2022, à condition qu'on ait bien sûr un niveau de production qui soit satisfaisant. C'est le rendement reste le roi, comme disent les Anglais, et donc là il fallait quand même avoir des tonnes à vendre. La situation est toujours la même aujourd'hui. Elle est certainement amplifiée. Elle va continuer à cause des problématiques climatiques. Et on voit bien que sur la planète, on commence à plus jouer sur l'Europe de l'Ouest. Il y a quand même une réduction de la production de céréales et de maïs. C'est en train de jouer en ce moment sur l'Amérique du Sud et entre autres l'Argentine, qui risque de pouvoir exporter quasiment la moitié de la production par rapport à l'année dernière, sa production de blé. Ça jouait aussi de manière extrêmement positive sur la productivité potentielle des Australiens, puisque voilà un mois, l'Australie avait reçu énormément de pluie, parce que quand il pleut pas à des endroits sur la planète, vu que la quantité d'eau est assez stable, il pleut plus à d'autres endroits, et les Australiens de l'Australie occidentale à l'Australie de l'Est avaient reçu d'excellentes pluviométries et avaient une prévision de récolte exceptionnelle, la récolte du siècle. Et malheureusement, les pluies ont continué, et aujourd'hui, il y a des parcelles de céréales qui sont sous l'eau et les moissonneuses qui sont garées dans les hangars en attendant. Donc, de la récolte du siècle,
ils peuvent tomber à une récolte très moyenne. Il y aura forcément des parcelles qui vont survivre. Donc on voit bien que le réchauffement climatique va perturber de plus en plus la capacité de la planète à produire sa nourriture. Question que j'ai envie de te poser, on sait tous que le cours des céréales, donc il est orienté par un marché qui est un marché spéculatif. On l'a vu avec l'Ukraine, à partir du moment où il y avait des tensions sur le bassin de la mer Noire et des menaces de réduction du trafic et de l'exportation des céréales ukrainiennes, on a eu une hausse directe, un doublement des prix consécutifs, alors que les coûts de production de ce blé, en fait, n'avaient pas varié par rapport au prix de la veille. Et donc, on a effectivement cet effet démultiplicateur. On a des espèces de coups d'accélérateur et des coups de frein qui sont liés à l'économie de marché et à la rapidité de la circulation de l'information. C'est assez psychologique. Pour un agriculteur, en fait, c'est quelque chose qui le dépasse largement, puisque déjà, c'est les volumes produits sur l'exploitation, puis deuxièmement, c'est le temps de réaction d'un agriculteur en termes de prévision par rapport au marché. Et donc, comment est-ce qu'on fait en tant qu'agriculteur, d'un point de vue économique, sans même parler d'agronomie, pour ne pas paniquer? Voilà. C'est quoi la ligne de conduite? La ligne de conduite, déjà, c'est d'en avoir une et d'essayer de la respecter avec une certaine stabilité. Et je pense que une ligne de conduite pour un céréalier ou un agriculteur en général, c'est de sécuriser ses prix d'achat et de sécuriser ses prix de vente. Il y a des mécanismes aujourd'hui avec les marchés à terme qui le permettent. Alors, peut-être pas la totalité, mais sécuriser une partie à partir du moment où on a des prix raisonnables. On ne joue pas à la loterie. Et donc, on a à peu près une idée des rendements potentiels que l'on peut faire. On a une idée de ses coûts de production. Et à partir du moment où on est dans un niveau raisonnable, il faut se sécuriser et garder une partie sur laquelle on va pouvoir jouer. Et j'aime bien rappeler l'expression d'un de nos amis communs, Douenbeck, qui me dit « Garde toujours quelques tonnes dans le fond du hangar pour les vendre quand les cours seront au plus haut. Comme ça, lorsque tu seras au bistrot, tu pourras toujours dire à tes copains que tu as vendu des tonnes à tel niveau. Mais sécurise quand même la majorité de tes tonnes à un prix qui te paraît raisonnable à un moment donné. Parce que, comme tu le disais, ça peut monter très vite, comme ça peut descendre aussi très vite. Si je prends ma situation, on a vendu des céréales pendant l'hiver, donc 21-22 pour la récolte 22, à des prix qui étaient très intéressants. C'est sûr qu'arrivé à la période de la moisson, c'était un différentiel de 100 à 120 euros la tonne. Et que là, on peut se dire, bien ma foi, j'aurais mieux fait d'attendre. Mais c'est là que je t'ai gardé une ligne. Généralement, c'est cette ligne-là qui va être la plus raisonnable et qui fait qu'au cours d'un nombre d'années, ça fonctionne. Et j'ai encore vendu une partie de ma récolte 23 en ce moment parce que ça me paraît des prix raisonnables. Ça peut encore monter, mais ça peut aussi chuter. Donc, avoir cette forme de sang-froid pour prendre des décisions qui vont être toujours dans une certaine ligne moyenne, mais sûre. Très bien pour ce point-là. La recherche de la stabilité, c'est effectivement une ligne de conduite qui est prudente. On n'est pas dans une entreprise de service, on n'est pas dans un outil industriel. On est donc dans quelque chose où les systèmes agricoles sont sur du temps long. Et cet aspect de garder la tête froide est extrêmement important. D'une manière plus détaillée,
quels sont les bras de levier économiques dont on dispose en fait aujourd'hui en termes de charges, en termes de mécanisation, en termes de main d'œuvre, de capitalisation. On a bien compris qu'en termes de vente, le but c'était de se garder une ligne de conduite et puis des prix de déclenchement pour avoir ça. On pourrait sans doute aussi dire de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier avec des rotations quand on peut diversifier, etc. Bon sens, mais voilà, sur la construction en fait de l'économie de la récolte, sur quoi on joue? Disons qu'il faut garder à l'esprit que c'est le coût de production par unité de produit, le coût de production net par unité de produit qui est le driver principal. C'est-à-dire on vend des tonnes de blé, on vend des litres de lait, on vend des œufs, on vend des kilos de viande. Il faut arriver à calculer, en incluant même la main-d'œuvre, même si c'est de la main-d'œuvre auto-fournie, le prix du kilo ou de la tonne produit net. Et d'essayer d'être au minimum à ce niveau-là. Et d'être au minimum va pouvoir permettre de marger de manière conséquente lorsque les cours seront favorables, comme ça a été pour 2022, peut permettre aussi de passer une année compliquée et pas faire un trou trop important, si c'est une année compliquée au niveau des cours ou si c'est une année compliquée au niveau climatique, parce que il y a le yo-yo des cours, mais il y a aussi l'impact climatique qui vient surenchérir la capacité de production. Donc faut être vraiment rivé là-dessus. Alors on va retrouver une partie des leviers de l'agriculture de conservation, c'est la minimisation du travail du sol et un moyen de réduire de manière assez conséquente les coûts. Et lorsque les coûts s'envolent, comme le coût de l'énergie, on a vu quasiment un doublement, voire plus, du prix du gasoil en l'espace d'un an. Si on est à 50 litres hectare ou si on passe à 120 litres hectare, le doublement des coûts a beaucoup plus d'impact sur le coût de production que celui qui a une utilisation assez faible. Si on estime que, comme nous le dit Arvalis, que les coûts de carburant représentent 15 à 20% des coûts de mécanisation, bien, ma foi, on voit bien que le coût du tracteur, le coût de la moissonneuse-batteuse et le prix de la mécanisation est vraiment en train de s'envoler. Donc, si on arrive à minimiser ces coûts-là, c'est à condition que l'on n'impacte pas négativement sur le rendement, on va avoir des gains très intéressants. Ouais, on pourrait te rétorquer aussi que réduire la mécanisation dans un contexte où ça devient de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre, et donc on est généralement dans des contextes d'agrandissement. Alors l'agrandissement reste raisonnable, mais surtout de devoir faire le travail avec de moins en moins de main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on peut concilier justement cette main-d'œuvre en raréfaction dont le prix va augmenter fortement et cette volonté de baisser des charges de mécanisation? Alors là, je pense que c'est un débat qu'on pourra avoir un autre jour, parce que c'est un point vraiment important et l'agriculture a un problème avec la main-d'œuvre, parce que globalement, elle n'a pas tendance à la compter, la main-d'œuvre, et donc à la sous-estimer et la sous-payer. Et beaucoup d'agriculteurs tendent à dépenser, investir énormément dans le capital, que ce soit la mécanisation, que ce soit les bâtiments, pour gagner des heures de travail. Et en fait, quelquefois, même souvent, une main-d'œuvre qui serait un peu mieux rémunérée coûterait des fois moins cher qu'un investissement lourd et apporterait peut-être d'autres contraintes, mais de la flexibilité, et apporterait aussi un relationnel et du vivant qui est certainement ce qui vient à manquer sur les exploitations où la taille entraîne l'isolement. Et en fait, la solitude est quelque chose qui est quand même un problème assez fort en agriculture.
Et là, il y a vraiment à repenser la main-d'œuvre et l'investissement dans le capital. On peut également être certain que si on regarde déjà dans le rétroviseur, sur les 20 dernières années, le coût de la main-d'œuvre a monté moins vite que le coût de mécanisation et les coûts d'énergie et les coûts d'intrants. Et si on se projette dans les 10 prochaines années, avec l'inflation qu'on est en train de connaître, avec la hausse du coût de l'énergie, la hausse du coût de la mécanisation, du béton et tout, des engrais, la main-d'œuvre va devenir de plus en plus marginale dans le système. Donc, si on peut remplacer du capital par de la main-d'œuvre, ce sera certainement un bon choix. Alors, c'est pas pour ça que c'est un choix facile. Il faut trouver la main-d'œuvre, il faut la former, il faut lui donner envie. Mais on a certainement une nécessité de modifier notre regard global par rapport à la main-d'œuvre. Merci pour ce point. Dernier point, puis après on va rentrer dans l'agronomie, qui est quand même notre cœur de métier. Mais bon, il peut pas y avoir d'agronomie sans économie, puisqu'on est en agriculture. Je sais que dernièrement tu as eu une discussion avec Michael Horsch, justement à propos de l'observation de ce qui se passait sur la planète. Il a un regard assez aiguisé sur ce sujet-là. Souvent on observe une corrélation entre le prix des matières premières et le prix de ce qu'on appelle les matières premières agricoles. On voit qu'elles sont en train de chuter. Et c'est peut-être plutôt une bonne nouvelle d'avoir des matières des matières premières. Bon, après je suis pas un spécialiste, si ça se trouve c'est une très mauvaise nouvelle, mais bon, moi quand je vois ça au premier abord, voilà, je me sens rassuré. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur ces, voilà, en gros c'est qu'est-ce qui va se passer en 2023 Madame Soleil. Ouais, la prédiction c'est un sport compliqué, surtout si on parle de l'avenir. Donc effectivement on a passé une bonne heure avec Michael Horsch pour faire un petit peu le tour de comment on voyait les évolutions et j'aime bien avoir son regard parce que c'est quelqu'un qui fait le tour de la planète puisqu'ils sont présents quasiment sur tous les continents et fabriquent et vendent du matériel un petit peu partout, du matériel agricole sur la planète, du Brésil aux États-Unis, l'Océanie, l'Europe et même encore à l'Est. Donc c'est forcément quelqu'un qui a une très bonne vision de l'agriculture. C'est aussi quelqu'un qui achète pas mal de matières premières, et entre autres de l'acier, de l'énergie, pour transformer cette matière première et en faire des outils agricoles. Donc il a aussi une bonne vision des matières premières. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on commence à voir descendre de manière très sérieuse le prix de l'acier, le prix du cuivre, le prix du bois, voire le prix du gaz. Le prix du pétrole est plutôt stable. Alors, bonne ou mauvaise nouvelle, c'est sûr que si on est consommateur de ces matières premières, on se dit c'est plutôt une bonne nouvelle. La question, c'est que ça va certainement permettre de faire redescendre un petit peu l'approvisionnement, et c'est dû un petit peu au yo-yo de la demande et peut-être un signal de début de récession qui commence à poindre un petit peu partout. On a vu également un fort ralentissement et une diminution des coûts de transport sur le fret maritime. Donc on voit poindre une certaine récession. Ce qui est aussi un indicateur, c'est que le prix de l'énergie n'est pas encore vraiment autant descendu que cela, si on regarde le Brent, parce que si on écoute Marc Jancovici, c'est certainement un produit qui commence à se restreindre sur la planète, et l'accession à l'énergie va rester un peu tendue d'une certaine manière. Alors tendue peut-être parce qu'il y a une réfaction de certaines sources d'énergie, tendue aussi parce que il y a toute la problématique réchauffement climatique et qu'il va falloir être un peu plus attentif sur l'utilisation d'énergie. Et puis le dernier point,
c'est le côté production céréalière, parce qu'on avait tendance à prendre les céréales comme une matière première, et quand l'énergie baissait, quand le métal baissait, quand le cuivre baissait, les céréales automatiquement suivaient. Et en fait, il y a des chances que les céréales suivent quand même une certaine tendance. Il y a une partie du maïs nord-américain qui est transformé en énergie. Le sucre est également un produit très énergétique. On peut faire de l'éthanol, donc automatiquement éthanol-essence. Il va y avoir une confrontation au marché d'énergie, mais comme on va assister à une augmentation encore continue de la demande, parce qu'on vient quand même de passer les 8 milliards d'habitants sur la planète, et également des conditions de production qui risquent d'être perturbées d'année en année en fonction des grands bassins de production à cause de la problématique climatique. Et donc cette tension-là risque de découpler un petit peu la partie alimentaire de la partie énergétique et de la partie accession aux matières premières. Ce qui risque d'être quelque part une bonne nouvelle pour l'agriculture. Merci. Je pense qu'on va clore là la discussion sur l'énergie. On a balayé pas mal. Je pense qu'on y reviendra éventuellement. On sera comme tout le monde très curieux de l'avenir, parce que dans les prédictions, une seule chose est sûre, c'est que généralement les experts se trompent. Voilà. Donc, ce peut dire pour conclure cette partie-là, c'est que on est rentré dans des périodes extrêmement compliquées par le climat, par disons les montées brutales des cours des céréales, mais également des produits que l'on utilise, une pression environnementale sans précédent, mais en même temps ça ouvre sur plein d'opportunités, et je pense et je regarde l'avenir plutôt enthousiaste, parce que l'agriculture va être repositionnée comme une activité centrale. On l'a bien vu, notre ministère qui a failli disparaître s'est vu attribuer la souveraineté alimentaire. Donc ça, c'est déjà des indicateurs qui sont quand même intéressants, et oui, ça va valoir le coup d'être agriculteur. Il y a certainement une forme de renouveau à partir du moment où on garde une certaine agilité, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comme disait quelqu'un que je connais, il faut boire frais et rester calme. On va passer maintenant à la partie agronomie, mais c'est la même. On a dit que l'agriculteur devait rester stable dans son modèle économique. Cette stabilité repose aussi beaucoup sur son système de production, et système de production qui est basé sur le sol. Alors on va peut-être pas refaire en détail toute la problématique de la matière organique, mais on sait que c'est parce que les sols sont suffisamment pourvus en matière organique qu'ils vont être stables, résistants, résilients, capables de nourrir les cultures. La question qu'on peut se poser ici, c'est que les couverts végétaux, notamment, sont des outils de plus en plus cruciaux pour produire de la biomasse additionnelle, pour permettre de stocker du carbone dans les sols, pour permettre de produire de la fertilité. Il y a donc deux questions. Il y a comment est-ce qu'on peut concilier justement fertilité du sol et puis fertilisation des cultures. Tu as parlé d'énergie, de fuel tout à l'heure. Le premier poste de consommation énergétique d'un système agricole, ce sont les engrais. Ça représente la moitié, puisqu'il faut beaucoup de gaz pour produire des engrais azotés. Donc voilà, quelle est un petit peu la balance azotée qu'on peut avoir dans les systèmes de culture grâce aux couverts végétaux. Et puis après, je te reposerai la question, mais comment on fait des couverts végétaux des années comme 2022 ? Alors, c'est certain, la qualité du sol, c'est vraiment le fondamental. Et en fait, c'est cette
qualité du sol, c'est le niveau de matière organique, c'est l'organisation structurale, c'est le niveau de l'activité biologique, c'est la surface capable d'accueillir l'eau ou de maintenir le sol frais en plein été qui va être primordial pour être moins impacté. C'était déjà le cas avant, mais dans une situation un peu chaotique au niveau climat, ce sera le premier niveau d'assurance qu'il faut développer patiemment, année après année. Et en fait, j'aime bien reprendre les termes d'Hervé Covès, comme on sait qu'il va falloir beaucoup de temps pour mettre un sol en état, il faut commencer demain. Et c'est ceux qui avaient du recul cette année qui en ont pu bénéficier beaucoup plus que ceux qui ont démarré, malheureusement. Mais ceux qui ont démarré ont eu raison de démarrer, parce qu'il y aura certainement d'autres années comme 2022 à traverser, et au moins ils auront déjà acquis une certaine résilience. Et cette résilience, ça se construit brique par brique, et il y a des années qui seront favorables, des années qui seront moins favorables, mais il faut être dans cette direction-là. Tous ceux qui auront des systèmes agricoles qui sont sur l'exploitation de leurs ressources premières qu'est le sol, vont peut-être avoir des bénéfices à court terme, mais ils sont en train de se créer des difficultés futures, et donc il y a un moment, il faudra qu'ils revoient leur copie. Ensuite, croître le niveau organique, le niveau biologique, ça passe par la photosynthèse. Le carbone, bien ma foi, il rentre par la photosynthèse, et donc il nous faut déjà des plantes à productivité de photosynthèse, productivité de biomasse important. On va plus rentrer de biomasse dans une parcelle avec du maïs qu'avec un tournesol ou qu'avec un soja. Et il faut aussi des couverts végétaux, et c'est là que le super outil, puisque normalement on récolte rien, la totalité de la photosynthèse, qu'elle soit au niveau de la partie aérienne, des racines ou des exudats racinaires, va rester sur la parcelle, et donc c'est un outil vraiment exceptionnel. Et là, cette année, la rentabilité des couverts végétaux a été multipliée par 2, voire par 3, rien que sur le prix de l'engrais. Parce qu'un couvert végétal qui peut vous rentrer 100 unités d'azote, si on reste sur une base moyenne assez satisfaisante, eh bien, si on met l'unité d'azote à 2 € ou 2,50 € ou 3 €, puisqu'elle est rendue racine, on a tout de suite une très forte rentabilité du couvert végétal comparé au prix de l'azote des années à venir. Et si on se met en agriculture biologique où l'unité d'azote va plutôt valoir 5-6 €, on a tout de suite la rentabilité d'un couvert qui va être là. Avec le carbone en plus et la partie amélioration du sol en conséquence. Je me permets là de faire une petite incise. On a fait un podcast avec Paul Robert et Théo Serguera de Novalis Terra et de Greensol, podcast que vous retrouvez dans l'écho des campagnes sur l'agriculture sur l'Hauts de France. Et il avait fait ces calculs-là. Tu as parlé d'azote, mais aussi la potasse, qui est un engrais dont les cultures industrielles sont très gourmandes. Et on arrivait à des valeurs de couvert, rien que sur ces éléments-là, de plus de 500 € à l'hectare. Donc ce sont des coûts très importants. On parle céréales, mais il y a aussi l'alimentation du troupeau. Oui, alors je vais me permettre de revenir sur la partie valeur des couverts. Il n'y a que 2 éléments qu'on va rentrer grâce aux couverts végétaux, c'est l'azote et le carbone. Le reste des éléments, on va éviter des fuites, on va les recycler, on va les remonter, mais ce ne sont pas des éléments qu'on crée, qu'on apporte en tant que tel, et il faut rester prudent là-dessus. Par contre, l'azote et le carbone, c'est des éléments assez conséquents. On peut faire un calcul assez simple. Par exemple, entre 2 maïs ou entre une culture de céréales et un maïs, c'est facile de faire un couvert avec 5,
5-6 tonnes de matière sèche, voire plus, de rentrer 100 à 150 unités d'azote. Alors il y en a 50 à 80 qui vont être recyclés et il y en a 80 qui va être fixé. Et en fait, une culture de maïs moyenne qui va produire environ 11-12 tonnes va nécessiter environ 150 unités d'azote. C'est ce qui va être exporté dans le grain. Donc on se rend bien compte que si on pousse un petit peu le bouchon, on peut arriver à produire pratiquement dans les intercultures qui précèdent un maïs, ou voire entre deux maïs, la quantité d'azote qui va être exportée par la production de maïs. La difficulté, ça va être le côté temporel. C'est que l'azote qui rentre à un moment donné n'est pas immédiatement restitué pour la culture. Il va falloir stocker, mais on a un bilan qui est quasiment équilibré sans avoir besoin de passer par des nodosités sur les racines de maïs, etc. On a à peu près le même bilan qui peut s'opérer avec des colzas. Si on prend des cultures des colzas associés, si le couvert associé à base plutôt de légumineuses fait 1,5 tonne à 2 tonnes de matière sèche, ce qui est assez facile à réaliser, on a 80 à 90 unités d'azote qui vont rentrer grâce au couvert. Et si après on a un couvert de trèfle ou de luzerne qui succède au colza, qui était implanté avec le colza, on a encore 80 à 100 unités d'azote qui vont arriver avant la future culture de blé. Donc on va avoir à peu près autant d'azote que le colza va en exporter, qu'on va en exporter avec le colza dans les graines. Donc on voit bien que cette question de la fertilisation azotée, on a certainement des marges de manœuvre conséquentes qu'il faut aller chercher. Et ces marges de manœuvre vont être très intéressantes parce que quand on va diminuer l'azote, on va diminuer de manière très forte la dépendance énergétique, mais on va aussi diminuer de manière très forte des gaz à effet de serre comme le N2O qui plombe un petit peu les bilans gaz à effet de serre de l'agriculture céréalière, puisque c'est déjà de l'azote qui va être rendu dans le système. Donc on a ces marges de manœuvre, il faut y aller très vite. Ouais, pour résumer, c'est comme pour une entreprise, c'est une histoire de bilan comptable et de trésorerie. En fait, au niveau du bilan comptable, on est bon. Au niveau de l'azote, c'est au niveau de la trésorerie souvent où ça pêche, et notamment au printemps. Il y a besoin d'un fonds de roulement. Il y a besoin de BFR. Voilà. Et juste un point, avant qu'on oublie, et puis avant qu'on passe à la question que j'ai envie de te poser, la suivante, on parlait tout à l'heure d'élevage. Alors, cette année est très intéressante en matière d'élevage, et je pense que l'agriculture de conservation des sols va être tirée dans les années à venir, toujours par une partie de la céréaliculture, quoiqu'une partie des agriculteurs en céréaliculture vont être tentés de sécuriser un niveau de production élevé et de continuer avec du travail du sol, des couverts peut-être un peu réduits, pensant que à court terme, ça impacte négativement leur niveau de productivité, alors que si on gère habilement la fertilisation, qu'on suit la qualité du sol, on n'a pas d'impact négatif et on est plutôt en train de construire plutôt qu'en train de déconstruire le sol. Mais ça risque d'être le choix de certains agriculteurs céréaliers. Par contre, pour la partie élevage et élevage ruminant, des années comme cette année certifient que de se baser sur la prairie et seulement sur la prairie, c'est prendre un énorme risque, puisque les prairies maintenant produisent très peu en été. On se retrouve quasiment avec deux phases d'alimentation très fortes. On a la partie hivernale, mais maintenant on a la partie estivale où il faut sortir les stocks. Et là on voit qu'avec l'agriculture de conservation, eh bien on peut produire du fourrage quasiment toute l'année en enchaînant des métailles qu'on peut pâturer, en enchaînant derrière des sorgho ou des cultures d'été qu'on peut pâturer pendant l'été, qu'on peut pâturer à l'automne, et d'avoir des successions fourragères de qualité, de quantité, sans avoir à passer par le stock et la redistribution qui est extrêmement consommatrice d'énergie et qui va être également
finalement qui va apporter des déperditions en matière d'azote, mais aussi en matière de gaz à effet de serre, etc. Donc là, on a des gains énormes en utilisant notre savoir-faire en matière de couvert ou de succession culturelle pour arriver à nourrir correctement les animaux. Et donc ça amène à ma dernière question, qu'il s'agisse de dérobées fourragères ou de couverts végétaux. Une année très sèche, on est mi-novembre, on voit les températures et la pluie qui est enfin revenue, et on voit les productivités de l'herbe en termes de production de biomasse. Faire des couverts végétaux, très bien, forte biomasse, très bien. Comment est-ce qu'on fait dans le sec pour pouvoir profiter de cette minéralisation qui est extrêmement importante mais extrêmement tardive. Donc première question, c'est est-ce qu'on pouvait faire des couverts en 2022, et puis on a tout décalé dans l'hiver en termes de production de biomasse. Comment est-ce qu'on peut préparer le printemps ? Alors je pense que dans beaucoup de situations sur le territoire, on pouvait faire des couverts en 2022. C'était très compliqué, et j'avoue que début juillet, quand on s'est retrouvé juste après la moisson, par 40 degrés de température et un atmosphère ambiant plutôt de dérogation, dire c'est la catastrophe, ça poussera jamais, il a fallu revenir aux fondamentaux et se dire que si on sème pas, on n'aurait pas de couvert. Donc le meilleur moyen d'avoir des couverts, c'était de commencer à semer. Et on a fermé les yeux, on a semé les couverts. Beaucoup l'ont fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des chantiers qui sont des fois un petit peu délicats, mais on voit aussi beaucoup de réussite. Et ensuite, si je reprends mon exemple sur l'exploitation, les couverts ont réussi à lever. Ils ont passé 2 mois d'été, mais vraiment sans eau, par des températures extrêmes. On arrivait en fin d'été, fin du mois d'août, avec une végétation qui était vraiment nulle, mais des plantes qui étaient encore vivantes, installées. Et miraculeusement, la pluie de fin août et début septembre a réveillé cette végétation-là. Et puis après, on n'a pas eu énormément d'eau, mais ça a continué. Et avec les températures, et on se retrouve en fin de saison avec une des plus fortes biomasses qu'on a pu avoir depuis 20 ans que je fais des couverts. Et donc aujourd'hui, on arrive, on va faire des pesées, mais je pense qu'on va être à 8 tonnes de matière sèche, et peut-être on risque d'atteindre les 10 tonnes de matière sèche avant la culture suivante qui sera un maïs. Une grande partie sera consommée par des brebis. Et c'est un peu le cas de la majorité des couverts que j'ai pu voir sur le territoire, très médiocre dans l'été, mais un décollage au mois de septembre, et c'est souvent le cas, et une pousse surprenante sur octobre, et puis jusqu'à aujourd'hui, ça continue de pousser. Alors bien sûr, la lumière va commencer à être le facteur limitant, mais beaucoup d'agriculteurs ont découvert assez surprenant, alors que c'était une année compliquée. Encore une fois, pour réussir des couverts, faut les semer. Alors faut les semer, c'est-à-dire bien placer les graines. On commence à avoir des informations intéressantes à ce sujet-là, et entre autres grâce à certains collègues, et notre collègue suisse Nicolas Courtois, où faut pas hésiter à mettre un peu de profondeur, et il préconise 5 cm, et c'est vrai que ça se vérifie bien encore une année comme cette année. Une bonne densité, pas hésiter à rouler, et puis après, c'est les sols qui, encore une fois, ont une bonne auto-fertilité, gèrent bien l'eau, sont bien organisés, qui vont pouvoir permettre la survie et donc le développement des couverts. Et donc après, c'est un peu la rançon ou les scénarios qu'on risque de rencontrer. C'est des années qui risquent d'être plus longues au niveau possibilité de production, avec des à-coups, mais plus longues quand même. Donc à partir du moment où on a des cultures, on a des couverts en place, et bien quand les conditions sont favorables à produire de la biomasse, et bien on est là, on produit de la biomasse. Mais pour ça, il faut encore une fois semer.
Bon, on prendra dans les rendez-vous prochains des nouvelles de tes couverts qui ont entre 250 et 300 unités d'azote sous le capot. On arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans le sommaire du prochain magazine TCS ? Alors c'est 2 minutes. Ouais, c'est le magazine de fin d'année. Donc on va avoir plusieurs petits articles plutôt qu'un dossier. On va avoir un article assez intéressant sur les vers de terre, mais c'est un peu relater les dernières connaissances qu'on a sur les vers de terre suite à un symposium qui s'est tenu à Rennes au mois de juillet, où il y avait un peu les grands pontes des vers de terre de la planète qui étaient en train de présenter leurs travaux. À ce titre-là, le prochain rendez-vous, ce sera le 12 décembre et on ira à Rennes rencontrer Guénola Pérez. Tout à fait. On parlera de ces petites bêtes. Ouais, je pense qu'on parlera vers de terre avec Guénola Pérez. On ne peut pas passer outre. Je suis en train de rédiger un article assez intéressant sur un chercheur américain, Tom Dijkstra. Enfin, c'est pas sur le chercheur, sur ses travaux, où il relie le taux de Brix dans les plantes, c'est-à-dire la capacité des plantes à faire de la photosynthèse et les attaques d'insectes. Et donc, il y a un regard assez intéressant sur la santé des plantes ou leur capacité à faire de la photosynthèse et l'attaque des insectes. On aura un article sur la qualité du placement de la graine en maïs. Et en fait, un maïs qui est un petit peu décalé par rapport à son voisin peut devenir une adventice qui coûte assez cher. Donc ça, c'est Julien Hérault qui a travaillé sur ce dossier-là. On aura un travail aussi de Cécile Valigora sur les corridors. Et en fait, on pense que c'est quelque chose d'assez important d'arriver à faire en sorte de créer des lieux qui sont favorables au développement d'une biodiversité. Mais il faut que cette biodiversité puisse circuler. Et donc, on a même découvert, on s'y attendait, mais que dans certaines situations, on arrivait en agriculture de conservation à avoir autant d'insectes à l'intérieur des parcelles que dans les bandes enherbées adjacentes qui étaient soi-disant pour multiplier cette biodiversité, ce qui nous a amené un peu à la réflexion que c'est comme pour l'érosion et comme pour l'azote, les bandes qui entourent les champs sont utiles, mais elles sont beaucoup plus efficaces quand on fait déjà les choses très bien dans les parcelles. Bon, et puis on parlera un peu forcément de matériel, de semoir, on parlera un peu de couvert, on parlera un petit peu de carbone également. Bon, parfait, je te remercie. Ce premier rendez-vous est terminé. J'étais ravi de recommencer cette 5e saison avec toi. J'espère que vous vous êtes également autant régalé que moi. Et donc, rendez-vous dans un mois pour le prochain avec Guénola Pérez. Alors, on parlera de vers de terre, mais pas que. Et je te laisse le mot de la fin. Bien, moi aussi également, j'étais content de faire le point avec toi, d'autant plus qu'on est dans des situations un petit peu inédites et qui soulèvent énormément de questions. Mais au-delà de toutes les questions qu'on a pu soulever et toutes celles qu'on n'a pas soulevées, on se rend bien compte que c'est la ligne de conduite qui est important de garder le cap et que l'agriculture de conservation des sols est un cap qui est quand même très intéressant et que la cohérence continue de se renforcer même par gros temps comme l'année 2022. À très bientôt et entre autres au 12 décembre pour le prochain podcast.